Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter des techniques d'identification et de contrôle de pureté. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de connaître les trois états de la matière, de connaître les différents changements d'état et de savoir ce qu'est la solubilité. Les objectifs de cette vidéo sont de connaître des techniques d'identification physique et chimique, de savoir interpréter une mesure de température de fusion, de savoir comment fonctionne une chromatographie sur couche mince et de savoir interpréter un chromatogramme. Il existe plusieurs méthodes permettant de caractériser une espèce chimique. Nous allons commencer par voir des méthodes utilisant les propriétés physiques de la matière. Une espèce chimique peut être caractérisée par sa densité, on utilisera alors un densimètre, et il s'agit du cas où nous avons des liquides. Nous pouvons également utiliser sa température de fusion avec un banc aux fleurs. Dans ce cas, il s'agira d'un solide. Et nous pouvons également utiliser son indice de réfraction, donc avec un réfractomètre. Et cette fois, il s'agit de liquide. Les techniques qui viennent d'être nommées s'appliquent soit dans le cas d'un solide, soit dans le cas d'un liquide, donc suivant les états physiques de la matière. Rappelons quels sont les différents états de la matière. Nous commençons avec l'état solide, qui est un état condensé et ordonné. Cela veut dire que les constituants sont collés les uns aux autres et vibrent autour de leur position d'équilibre. Et particularité, un solide a une forme propre. Vient ensuite l'état liquide, qui lui est un état condensé et désordonné, c'est-à-dire que les constituants sont collés les uns aux autres mais peuvent se déplacer. Un liquide n'a pas de forme propre, il prend la forme du récipient. Et pour finir, l'état gazeux, qui lui est un état en expansion et désordonné. Donc dans ce cas, les constituants sont loin les uns des autres et ils se déplacent dans toutes les directions. Un gaz n'a pas de forme propre, il occupe tout l'espace disponible. Une espèce chimique peut évidemment exister sous différents états. Nous allons voir comment se nomment les transformations physiques permettant de passer d'un état à un autre. Nous allons donc placer les trois états de la matière, solide, liquide et gaz. Pour passer tout d'abord du solide au liquide, la transformation se nomme la fusion. Du liquide au gaz, la vaporisation. Et du gaz au solide, la condensation. Ensuite, pour passer cette fois du liquide au solide, cela se nomme solidification. Du solide au gaz, la sublimation. Et du gaz au liquide, la liquéfaction. Nous allons voir trois remarques au niveau des changements d'état. Tout d'abord, un changement d'état se fait toujours à température constante, mais uniquement si l'espèce chimique est pure. La température pour passer d'un état à un autre est la même pour le passage dans l'autre sens. Donc si l'on considère la température de fusion de la glace qui est de 0 degré Celsius, alors la température de solidification de l'eau liquide sera elle aussi de 0 degré Celsius. Et enfin, dernière remarque, la température de changement d'état dépend de la pression. C'est quelque chose que l'on constate notamment quand par exemple en altitude on souhaite faire chauffer de l'eau. L'eau va bouillir à une température plus basse quand on va monter en altitude car nous avons une baisse de la pression. Pour illustrer cette partie, nous allons voir comment caractériser un solide supposé être de l'acide benzoïque. L'acide benzoïque est un solide blanc. Il a pour température de fusion 122 degrés Celsius, que l'on note θF. Comme il s'agit d'un solide avec une température de fusion, il va être intéressant d'utiliser un banc aux fleurs pour pouvoir le caractériser. Un banc aux fleurs est constitué d'une plaque métallique sur laquelle nous appliquons un gradient de température, c'est-à-dire une température qui augmente progressivement en partant d'une extrémité à 50 degrés Celsius jusqu'à l'autre à environ 260 degrés Celsius. Nous commençons tout d'abord par étalonner le banc aux fleurs avec une espèce chimique pure dont la température est précisément connue. Nous plaçons ensuite l'échantillon à caractériser à droite du banc, puis à l'aide d'une spatule, nous déplaçons progressivement ce solide sur la partie métallique donc pour augmenter sa température. Au bout d'un moment, nous constatons que le solide fond. Il y a une zone où nous avons du liquide, puis une zone où nous avons du solide. La température de fusion correspond donc
à la limite entre ces deux zones. Nous lisons ensuite la graduation correspondant à cette zone sur le banc aux fleurs. Ici, nous pouvons lire 122 degrés Celsius, ce qui correspond bien à la température de fusion de l'acide benzoïque. Donc nous pouvons dire que le solide présent sur le banc aux fleurs est bien de l'acide benzoïque pur. Une espèce chimique peut également être caractérisée par ses propriétés chimiques. Dans ce cas, une espèce chimique sera caractérisée soit par un test chimique, ou alors par une chromatographie sur couche mince, également appelée CCM. Nous allons détailler la chromatographie sur couche mince en voyant tout d'abord le matériel utilisé. Donc nous allons commencer par utiliser une cuve qui en général est un bécher avec un couvercle, et dans le bécher ou la cuve nous plaçons au préalable une phase mobile appelée éluant. L'éluant est en général placé un certain temps avant de réaliser l'expérience pour que l'intérieur de la cuve soit saturé en vapeur d'éluant. Ensuite, nous allons préparer une phase fixe qui est soit un morceau de papier filtre, soit une plaque en plastique recouverte d'un gel de silice. Et sur cette phase fixe, nous allons placer des échantillons témoins et les échantillons à analyser. Une fois préparée, la phase fixe est placée dans la cuve, qui est ensuite refermée. Nous voyons l'éluant monter progressivement le long de la phase fixe et emporter les espèces chimiques contenues dans les échantillons. Nous constatons des taches qui montent progressivement le long de la plaque et certaines taches se séparent. Donc pour un même échantillon, on constate que parfois il y a plusieurs taches. Le principe de la chromatographie sur couche mince consiste tout d'abord à avoir la phase mobile qui va monter par capillarité le long de la phase fixe en entraînant les espèces chimiques déposées. Chaque espèce chimique va monter à une certaine hauteur sur la phase fixe qui va être caractéristique donc de cette substance. Et cette caractéristique va dépendre de la solubilité. Plus l'espèce chimique est soluble dans l'éluant et plus elle va monter haut, et évidemment, donc moins elle est soluble et moins elle monte. Cela va donc permettre la séparation des espèces chimiques et ensuite leur identification par rapport aux témoins. La majorité des espèces chimiques étant incolores, il va falloir trouver un moyen pour pouvoir visualiser les taches sur le chromatogramme. Si les espèces chimiques sont incolores, il va falloir les révéler pour faire apparaître les taches, donc soit par une méthode chimique, soit par une méthode physique. D'un point de vue physique, nous pouvons utiliser une lampe UV. Certaines espèces chimiques vont apparaître très clairement sous une lampe UV. Méthode chimique, nous pouvons utiliser un récipient fermé saturé en vapeur de diode I2. Et d'un point de vue chimique, nous pouvons également utiliser un récipient contenant une solution de permanganate de potassium, KMnO4. Une fois la révélation réalisée si nécessaire, il faut procéder à l'analyse du chromatogramme. En général, nous déterminons ce que l'on appelle le rapport frontal. On appelle rapport frontal que l'on note RF pour une espèce chimique donnée. L'expression RF est égale à petit h sur grand H. Dans cette expression, nous avons petit h la distance entre la ligne de dépôt et le milieu de la tâche, et grand H la distance entre la ligne de dépôt et le front de l'éluant. Donc sur un schéma, nous allons avoir notre chromatogramme. La ligne de dépôt se trouve ici. Le front de l'éluant, c'est-à-dire la hauteur finale atteinte par l'éluant le long de la plaque, est ici. Et donc, petit h correspond à la distance entre la ligne de dépôt et le milieu de la tâche. Et grand H correspond à la distance entre la ligne de dépôt et le front de l'éluant. Nous allons voir un exemple d'analyse d'un chromatogramme avec une chromatographie de sucre. Donc le premier dépôt correspond à du glucose, ensuite du fructose, ensuite du saccharose, du jus de raisin et une boisson sucrée. Nous avons donc obtenu les tâches suivantes. Le front de l'éluant est ici, donc nous avons la ligne de dépôt, le front de l'éluant et les différentes tâches avec le milieu ici. Nous allons donc pouvoir mesurer grand H qui sera la même valeur pour tous les calculs de rapports frontaux, puis ensuite grand H vaut donc 5,2 cm et ensuite
Nous allons déterminer pour chaque tâche sa hauteur, donc ici petit h G pour le glucose, HF, HS, HR, et nous constatons que pour la boisson sucrée, nous avons deux tâches, donc nous allons avoir deux mesures à faire, HB1 ici et HB2 là. Donc pour chaque tâche, nous allons ensuite, une fois la mesure effectuée, calculer son rapport frontal. Nous avons donc ici HG qui vaut 3,0 cm, ce qui nous donne un rapport frontal de 3,0 sur 5,2. À chaque fois, nous allons avoir deux chiffres significatifs pour petit h et pour grand h. Nous allons donc donner le rapport frontal avec deux chiffres significatifs, donc nous avons 0,58. Nous reprenons le même raisonnement pour les différentes tâches. Et nous pouvons ensuite maintenant regarder les valeurs obtenues. Nous constatons que le glucose et le fructose ont le même rapport frontal. Ceci est dû au fait que ce sont des molécules isomères, donc qui ont les mêmes atomes dans leur constitution. Ensuite, nous constatons que le saccharose, lui, par contre, est plus bas. Et nous constatons que le jus de raisin contient une tâche qui a un rapport frontal proche du glucose et du fructose. Donc nous pouvons supposer que le jus de raisin contient du glucose et du fructose, mais pas de saccharose. Au niveau de la boisson, nous constatons un rapport frontal proche de celui du glucose et du fructose et un autre plus proche de celui du saccharose. Donc nous pouvons supposer que la boisson ici, elle contient du glucose, du fructose et en plus du saccharose. Pour finir, nous allons reprendre notre acide benzoïque et voir par une chromatographie sur couche mince si nous avons bien réussi à l'identifier. Donc nous allons cette fois utiliser un éluant constitué d'un mélange de cyclohexane et d'acétone. Sur le chromatogramme, nous allons tout d'abord placer un premier dépôt qui sera de l'acide benzoïque pur dans de l'acétone. Ensuite, de l'acide benzoïque qui est synthétisé dans de l'acétone. Et enfin, de l'acide benzoïque qui a été recristallisé dans de l'acétone. Nous allons faire la révélation à l'UV. La révélation au diode. Et la révélation au permanganate de potassium. Nous constatons dans les trois cas que les tâches sont toutes alignées donc à la même hauteur. Nous pouvons donc dire que l'acide benzoïque synthétisé et recristallisé est bien pur.